Bonjour, ravi de vous retrouver pour Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un comédien, stand-upper, qui présente depuis presque 2 décennies un spectacle qui fait un carton dans le monde francophone et même au-delà. Si je vous dis les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ça vous dit sans doute quelque chose. Paul Devendre est notre invité. Ravi de vous accueillir. Ravi d'être là, merci. Paul Devendre, c'est pas la première fois que vous venez en plus. Non. Chez nous, sur KTO. Vous êtes déjà venu il y a une dizaine d'années, et puis aussi il y a 3 ans, je crois, dans Dominicain TV. Voilà, vous êtes C'était sur un autre sujet. Sur un autre sujet, mais dont on va peut-être aussi parler. Un habitué de KTO. Ouais. Merci d'être avec nous pour nous présenter donc cette fameuse pièce que tout le monde connaît, je crois maintenant. Beaucoup de monde. Ouais. Tout le monde, presque tout le monde. Alors avec une version revisitée. Ouais. Alors vous allez nous raconter un peu la genèse. Pourquoi est-ce que tout le monde la connaît ? Il y a déjà un livre qui a été un très grand succès d'un Américain, un livre de développement personnel, John Gray, en 1992, qui s'appelait comme ça. Vous en avez fait d'ailleurs, vous le raconterez vous-même, une formation, du coaching à partir de coaching de couple et d'entreprise, à partir du contenu de ce livre, qui prouve bien que les hommes et les femmes sont vraiment de 2 planètes différentes, et in fine, un spectacle, puisque ça marchait tellement bien déjà, vos formations, un spectacle en 2006, le premier, ça a été un carton plein, qui s'est prolongé, une version 2, et là on peut presque dire une version 3, mais en fait c'est une version 1 revisitée, puisque ça s'appelle 2.0, nous sommes à l'heure d'Internet. Allez, on va regarder un extrait et on continue. En fait, prenez cette soirée comme un stage de récupération de points. Plus 4 points en 1 heure, oui, 1h30, ça vaut le coup quand même, non? Et en plus, c'est moins cher que le psy. Un homme ne galère jamais devant une machine. Il teste tous les programmes. On a déjà les canapés en cuir, le Thermomix. Si ça, c'est pas de l'amour. Dis-moi ce qui va pas, parle-moi, il faut qu'on parle. Mais qu'est-ce que t'attends, vas-y quoi, oh! Et c'est comme ça que sur Mars, on est toujours en compétition pour savoir qui a couru le plus vite, qui a sauté le plus haut, qui a marqué le plus de buts, qui a la plus grande surface commerciale, le plus gros chiffre d'affaires, la plus grosse voiture, merci, il y en a un qui suit quand même. Et je vous assure, à un moment donné, il va ressortir de sa boîte. Il va avoir faim. Mais c'est quoi ce délire? D'ailleurs, en parlant de vacances, si vous voyez, mesdames, qu'il est en train de se concentrer sur la route, ne lui parlez pas dans ces moments-là. Il risquerait de vous reprocher d'avoir loupé la sortie de l'autoroute. Perdez pas votre temps à caresser les cheveux pendant des heures. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais, je suis fort. Donc voilà, la version revisitée 2.0, actuellement à Bobino, depuis quelques jours, et puis vous repartez en tournée. Voilà, j'ai beaucoup parlé, on vous a vu. Alors, quel est le grand changement dans ce spectacle 2.0 ? Les détracteurs de Mars et Vénus ont tendance à dire c'est un peu caricatural, on met les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et tout. Et donc ici, j'ai vraiment insisté sur l'idée que c'est pas les hommes et les femmes, c'est les parts masculines et féminines qu'on a chacun de nous. Parce qu'on a tous du masculin et du féminin en nous dans des proportions différentes. Et donc je crois que cette version 6, j'ai vraiment été là-dessus parce que les jeunes le vivent beaucoup plus fort aussi, cette dualité qu'on a en nous. Ils vivent beaucoup plus ensemble. Moi, je me souviens quand j'allais à l'école chercher mes enfants, j'étais le seul père il y a 30 ans. Je devais être un des seuls pères qui allait. Maintenant, c'est assez courant. Donc, il y a des vrais changements sociétaux, mais en même temps, je pense que c'est reste important de garder ce bilinguisme masculin-féminin, de comprendre les deux manières de fonctionner. Pas pour dire qu'il y en a un qui ne fait que les femmes ne font que le féminin et les hommes que le masculin, mais c'est 2 langages différents. En Belgique, on connaît l'importance d'être bilingue. Et donc, ce que j'essaie, c'est d'enseigner le bilinguisme. Je n'ai pas dit que vous étiez belge, effectivement, voilà, mais on va en parler. Tout à fait, oui. Vous êtes bilingue, d'ailleurs. Oui, avec un peu plus. Mais donc, c'est important de comprendre plusieurs langues. C'est pas pour mettre les gens, mettre qui que ce soit dans une case, mais en fait, c'est pas pour se définir soi, c'est plutôt pour comprendre un comportement qui n'est pas toujours le sien. En fait, c'est plutôt dans cet esprit-là que j'ai travaillé cette mise à jour 2.0.
Mais on voit bien quand même les différences, même en couleur. Hein, le rouge pour le masculin, les hommes quand même, Mars, et le vert pour le vert d'ailleurs. Pourquoi le vert? Vous n'avez pas fait cliché là, pas rose et bleu. Mais parce que mais Mars, l'idée c'est aussi la planète, c'est le dieu guerrier et tout ça, la planète rouge. Et le vert parce qu'il y a une comparaison que je fais sur le Vénus fonctionne comme un jardin. Et donc voilà, j'aime bien la couleur verte. Mais c'est pas non plus les feux verts et le feu rouge où il faut y aller ou s'arrêter. Donc il y a plein déclinaisons possibles sur les couleurs. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des enrichissements quand même par rapport à la version antérieure? Oui, enfin, c'est compliqué. Et notamment en 2.0. Ouais. C'est vrai, j'y étais, vous ne parlez pas des sites internet, de rencontres, ou les nouvelles façons de séduire, ou avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, du web non-stop, etc. En fait, mon approche, c'est pas d'expliquer la relation ou la rencontre, c'est de dire quand on est ensemble, comment on fait pour continuer à vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que je n'aborde pas les questions de rencontre, les ruptures ou les familles recomposées. Enfin, il y aura encore plein de sujets qu'on peut évoquer, mais qui sont plus dans les niches. Voilà, ou pour les prochains spectacles, mais je les vois plus comme une niche. Ici, ce que j'essaie vraiment, c'est de reprendre la base, la base de ce que l'on est quand on est en couple, comment on fait pour vivre ensemble. Alors, je l'ai adapté, il y a des choses qui restent immuables, effectivement, et puis aussi, mais j'ai adapté à travers les exemples. Par exemple, il y a 15 ans, je parlais qu'un homme se perdait jamais en voiture. Maintenant, ça n'existe plus parce que tout le monde a un GPS. Donc il y a des exemples qui étaient un petit peu obsolètes. Il y en a d'autres aussi où je reprends qu'un homme est plus enclin maintenant à lancer une machine, par exemple, de linge. Mais c'est pas parce l'erreur qu'on peut parfois faire, c'est de dire, en fait, on serait égaux si on est égaux dans le partage des tâches ménagères. Pour moi, évidemment, enfin, ça fait partie d'un accord à avoir entre soi, mais c'est pas le fait de faire les tâches ménagères ou non, c'est la manière de le faire qui va poser problème, ou qui risque de poser problème ou frustration. Je commence dans le spectacle en disant qu'il y a 2-3 générations, aucune femme n'aurait imaginé reprocher à son mari d'avoir utilisé la mauvaise éponge pour faire la vaisselle parce qu'il ne savait pas être la cuisine. En fait, chacun vivait dans son monde. Aujourd'hui, on vit ensemble, ce qui est une bonne nouvelle, mais il faut aussi comprendre justement nos manières différentes de fonctionner pour avoir du plaisir à être ensemble plutôt que d'être énervé quand l'autre fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Le monde a quand même beaucoup changé, même entre le premier spectacle et aujourd'hui. Est-ce qu'on ne vous reproche pas parfois justement d'utiliser des stéréotypes davantage aujourd'hui qu'auparavant, puisque maintenant on utilise des termes comme genré, c'est très genré, etc. Ouais. C'est le cas ou pas? Moi, je ne veux pas faire c'est pas un spectacle sur un débat sociologique ou de la manière dont ce qu'il faudrait que la société soit ou ne soit pas ou devrait être. Moi, je pars du quotidien de chacun, enfin de la toute grande majorité des gens, et je dis voilà, avec ce que l'on est aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble de la manière la plus paisible et la plus sympa possible. Si dans 50 ans, et je suis le premier surpris que le spectacle continue à avoir le succès qu'il a, parce que ça correspond à ce que les gens vivent. C'est pas moi qui le décide, c'est pas le. Alors peut-être que ce serait mieux autrement. On peut faire des débats sans fin sur la manière dont ça devrait être, peut-être, mais aujourd'hui c'est comme ça. Et comment on fait justement pour apaiser les tensions qui grandissent malheureusement, même si on met tous les termes, même si on essaie de battre contre les stéréotypes, tout ce qu'on veut. Moi j'ai l'impression parfois qu'on est en train d'enfermer les gens de plus en plus dans une case plutôt que de les libérer en les enfermant dans des non-stéréotypes ou dans des... Il faut déconstruire. Pour moi, déconstruire, c'est tout aussi un stéréotype que d'être ce que l'on est aujourd'hui. Toujours pour revenir effectivement sur le changement de la société, est-ce qu'il va quand même modifier également le rapport homme-femme, même dans l'intemporel? Modifier dans quel sens? Enfin, là, vous le disiez, il y avait des exemples sur la machine, sur la machine à laver que hommes et femmes peuvent utiliser. Mais il n'y a pas des changements plus profonds, sociétaux, et en lien aussi avec les nouvelles technologies, le fait qu'on communique beaucoup moins,
La femme aime la communication, vous le dites dans votre spectacle. Là, on est dans un monde où il y a une autre forme de communication qui est devenue omnipotente, à savoir la communication par les réseaux sociaux, par Internet, mais peut-être pas une communication réelle en face à face. Et ça aussi, ça affecte peut-être les couples encore davantage. Ça les met sous tension, vous parliez de tension. Ça peut. J'interroge. Oui, mais quand on voit des couples dans des restaurants maintenant qui sont tous les deux sur leur portable, ça peut faire un petit peu peur de se dire où est la communication là-dedans. Mais je crois que ça vient justement plutôt d'une société qui nous a parfois un peu monté l'un contre l'autre. Et où on n'est plus dans une envie d'être ensemble. Et c'est sûr qu'il y a eu plein d'abus, il y a eu... il y a MeToo Balance, enfin il y a tous les scandales que l'on connaît, on ne va pas revenir dessus. Et donc ça c'est vrai, mais ça touche une minorité de gens qu'il faut condamner, évidemment, et donc à poursuivre absolument. Et en même temps, je me rends compte que ça crée des dégâts aussi sur la toute grande majorité des gens qui ont envie de vivre de manière apaisée leurs relations, qui sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour être bien avec leur mari ou avec leur conjoint, leur mari, leur femme. Et eux, ils ont peur aujourd'hui, effectivement. Ça, c'est peut-être le changement que je peux voir, c'est qu'on a un petit peu peur aujourd'hui. Il y a dans des entreprises, des hommes qui n'osent plus prendre l'ascenseur. S'ils sont seuls avec une femme, c'est facile, une femme seule dans un ascenseur, ils ne vont pas le prendre. Donc oui, il y a une certaine méfiance. Et moi, j'ai envie de participer à l'idée qu'on peut être respectueux l'un de l'autre, dans le respect de ce que l'on est, dans le respect de nos différences, mais avec une vraie complémentarité du masculin et du féminin. Et que vous montrez très très bien. Il y a le renouvellement des générations, mais j'imagine que vous voyez passer peut-être des couples qui étaient déjà venus vous voir il y a 20 ans, qui reviennent vous voir, peut-être pour confirmer un peu leur alliance. Et puis, c'est vrai que quand je suis allée vous voir, j'ai vu beaucoup de couples, et des jeunes couples aussi. C'est peut-être un parcours obligé avant de s'engager. Ça donne quelques points sur le permis, oui. Voilà, parce que vous commencez par le permis d'ailleurs. Dans beaucoup de paroisses, le DVD est utilisé pour les préparations au mariage. Donc j'ai énormément de jeunes qui me disent, tiens, on vous a connus il y a quelques années quand on s'est mariés, on vous était à la préparation au mariage, maintenant on vient vous voir en live. Le renouvellement des vœux, ils reviennent vous voir. C'est très mignon aussi, c'est des jeunes maintenant qui viennent me dire, moi j'ai grandi avec le DVD dans la bibliothèque chez mes parents, donc au début je comprenais pas tout, et puis petit à petit je m'y suis mis. Il y a aussi un témoignage qui c'est vraiment très touchant. J'étais à Bordeaux à la gare Saint-Jean, et là il y a un groupe de jeunes qui ont des problèmes avec leur billet, et ils parlent avec le contrôleur avec un accent liégeois assez prononcé, et donc je les reconnais tout de suite. Et donc je leur dis en rigolant, c'est pas la gare des Guillemins, c'est la gare de Liège. C'est pas la gare des Guillemins qu'on trouverait ça, ou un truc comme ça. Et là-dessus, il se tourne vers moi, il me dit non, mais c'est pas sur Mars, ce n'est pas sur Mars et Vénus non plus. Donc en fait, il m'avait reconnu, et c'était un groupe de jeunes qui allaient préparer les JMJ au Portugal, donc c'est il y a quelque temps. Et là, on papotait un petit peu et tout ça, puis il me dit, mais je vais quand même vous remercier parce que mes parents sont venus vous voir il y a une quinzaine d'années. Ils étaient au bord de la séparation, et le fait de vous voir les a remis ensemble. Et je me souviens vraiment de moi qui étais ado, de l'avant et de l'après spectacle, comment ils ont mis ça en pratique et tout ça. Je voulais juste vous dire merci. Donc voilà. Formidable. C'est des belles histoires comme ça. Il viendra vous voir sans doute avec sa fiancée pour consolider son union. Mais l'idée de nouveau, c'est pas d'imposer des vérités ou un mode de vie. En fait, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue en fait dans les couples, pour qu'on puisse se dire, tiens, est-ce que tu te retrouves là-dedans, oui, non et tout. J'ai pas du tout la prétention de partager des vérités là-dessus, c'est juste d'ouvrir les conversations. La plus grande vérité, ce serait quoi? S'il y avait 2 mots à retenir du spectacle et les 2 grandes différences? Parce que c'est vrai que vous êtes comme un prof. Pour moi, dans les vérités, si on peut parler de vérité, c'est que une des erreurs majeures qu'on fait dans la relation, c'est de donner ce qu'on aimerait recevoir. Et ça, c'est un message vraiment fort que je veux essayer de faire passer, de faire prendre conscience aux gens que c'est pas parce que vous avez envie de quelque chose que l'autre a envie de la même chose. Et donc apprendre à essayer de donner ce dont l'autre a besoin plutôt que ce qu'on aimerait recevoir, pour moi, est vraiment essentiel pour créer une bonne qualité de relation. Mais sinon, dans les fonctionnements masculins et féminins qui sont les plus... en tout cas les plus importants à comprendre pour moi,
c'est le fait que le masculin ne veut pas trop parler de ses problèmes, alors que le féminin a besoin d'en parler pour avancer dans sa réflexion. C'est des traits caractéristiques qui vont être très marquants par rapport à l'autre, parce que quand un homme, si on repart d'homme masculin, de nouveau, ça peut être une femme aussi. Bon, si on sait, ça devient compliqué d'en parler, donc on va le simplifier. Mais si un homme ne parle pas de ses problèmes, en fait, sur Vénus, quand deux femmes ne parlent pas de problèmes, c'est parce qu'elles s'engueulent, parce qu'elles sont fâchées. Et donc, quand une femme ne comprend pas cette différence de fonctionnement, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il soit tellement fâché sur moi qu'il ne veuille même plus me parler. Et donc, c'est pas, le silence de l'homme n'est pas un problème en soi. En fait, c'est l'interprétation qu'elle va faire par rapport à son propre fonctionnement qui va faire qu'elle va être très angoissée, qu'elle va vouloir absolument le faire parler, parce que pour elle, il y a un problème, alors qu'il n'y en a pas. L'homme est plus mutique à la base. Il attend aussi qu'on lui donne des ordres, des injonctions. Par exemple, il faut que tu passes l'aspirateur. Si on ne lui demande pas, il ne le ferait pas. Voilà, alors, le truc aussi, c'est qu'il est... La communication n'est pas la même. La communication n'est pas la même. Et l'idée aussi, c'est que le mode de fonctionnement aussi est différent. Par exemple, c'est vrai que le féminin est plus attentif à la satisfaction du besoin des autres. Et donc, les femmes, naturellement, vont... Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que là, on peut le voir assez facilement, justement. Je me souviens quand s'il y avait des anniversaires, des goûters d'anniversaire ou quoi, ben les mamans se téléphonaient assez naturellement entre elles. Est-ce que tu veux que je passe chercher ton enfant ou je le ramène ou quoi? Enfin, on propose naturellement... Moi, jamais j'aurais imaginé... sauf si j'ai un problème, je vais demander donc, le féminin est plutôt attentif sans qu'on lui demande. Alors que le masculin, lui, il veut essayer de trouver ses solutions tout seul. Et donc, en fait, en masculin, entre nous... Un peu le rationnel contre l'émotionnel. Oui, mais c'est aussi le fait que, pour un mec, c'est une forme de respect de ne pas proposer son aide à quelqu'un qui ne demande rien. Parce que ça voudrait dire qu'on pense qu'il n'est pas capable de résoudre ses problèmes tout seul. Et donc là, il peut y avoir un petit... Évidemment, il y a un problème d'incompréhension justement entre les deux, parce qu'une femme attend qu'on prenne l'initiative, et souvent les hommes disent, si tu veux quelque chose, t'as qu'à me le demander. Il faut le demander. Oui. Pas faux. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. C'est celle où je m'éclipse. Et je vous propose 4 mots. Ça ne sera pas Mars et Vénus. Je vais être tout seul dans ma grotte. Voilà. À tout de suite, Paul Devendre. Paul Devendre, comment allez-vous? Marie, mais bien. Depuis tout à l'heure. Voilà. L'ambiance est différente. Ah, effectivement, vous êtes à l'aise là. Oui, j'adore me mettre à l'aise. Oui. Si j'étais chez moi, je serais à pieds nus déjà, donc je garde mes chaussures. Oui, j'ai pas compris. Vous seriez pieds nus? Non, si j'étais chez moi, je serais déjà pieds nus. Ah, vous seriez déjà pieds nus? Je serais déjà. Ah bah écoutez, si vous voulez, faites comme à la maison. Allez, premier mot que je vous propose, soyons sérieux puisque c'est un mot sérieux, intelligence. Ouais. Intelligence. Ça vous parle, ça? Ça me parle. Vous qui êtes surdiplômé. Ouais, non. Mais ça me parle surtout à différents niveaux, justement, sur toutes les intelligences que l'être humain peut avoir. C'est de ces différentes formes d'intelligence que je pourrais parler, qui va effectivement d'une intelligence intellectuelle d'une mémoire dingue et tout ça, à une intuition, à une intelligence de la qualité de la relation, une intelligence émotionnelle, une intelligence de cœur aussi qui est pour moi tout aussi importante. Et je pense que la société nous a un peu poussé parfois à négliger toutes les autres formes d'intelligence et à ne privilégier que l'intelligence mathématique. Et donc j'aime bien aussi parler de toutes les autres formes d'intelligence. Le QE supérieur au QI. Supérieur, je ne sais pas, mais différent en tout cas et au moins d'égale valeur. Je n'aime pas trop les hiérarchies en fait. L'idée de Mars et Vénus aussi, c'est de dire que le masculin et le féminin sont égaux mais différents. Et en fait, c'est vrai que le premier réflexe qu'on peut avoir quand on dit que deux choses sont différentes, on va essayer de voir quelle est la meilleure et quelle est la moins bonne. Pour moi, le fait de parler de différence ne doit pas engendrer systématiquement ou automatiquement une hiérarchisation de ces différences. Parce que c'est pas la différence en soi qui crée un problème, c'est la hiérarchisation. Parce que celui qui est considéré comme inférieur
le vit généralement plutôt mal. Et donc c'est là où il y a toute une chamaillerie, une bagarre qui se met en place, qui ne pourrait ne pas avoir lieu d'être si on acceptait simplement la différence sans mettre la hiérarchie. Intelligence, ça fait penser aussi bien sûr à intelligence artificielle, dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous évoque ? J'aime bien l'idée le questionnement. Est-ce que le mot est bon de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est vraiment une intelligence? C'est un outil phénoménal et fantastique. Je ne suis pas sûr que c'est de l'intelligence telle que l'être humain peut en avoir. L'intelligence aussi, pour moi, justement, c'est cette capacité à créer au-delà de rien, à partir de rien, alors que l'intelligence artificielle doit toujours se nourrir de ce qui est existant, même si c'est énorme dans le web. Et donc, j'espère que l'être humain gardera quand même encore cette prééminence de la créativité, de l'intuition qui vient de nulle part. De nulle part. Et de l'émotion. Oui, aussi. De l'émotion que peut engendrer ce qu'on peut faire. Mais oui, ouais. Intelligence, je pensais aussi un petit peu à vous. Vous êtes très modeste, mais revenons un petit peu sur votre parcours. Je disais donc des études dans une grande école de commerce. De commerce à Liège. Non, à Louvain. À Louvain, pardon, à Louvain. Ouais. Puis ensuite, vous avez été pris dans la prestigieuse université Columbia, aux États-Unis. Vous êtes parti dans l'aviation en devenant directeur général d'une compagnie aérienne à Liège cette fois. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Air Excel. C'était à Liège, ouais. Mais une belle aventure parce que, en fait, on est en 87-88, il y avait le 1er janvier 93 à l'horizon, l'abolition des monopoles nationaux et donc la possibilité pour les aéroports régionaux de créer des lignes régulières au départ de leurs aéroports. Avant, c'était Air France, AB, enfin, toutes les grandes compagnies nationales avaient le monopole des lignes régulières. Et donc, puisqu'on a cassé ce monopole, il y avait des possibilités de développement de petites lignes. Et donc, c'était une très belle aventure de développer, d'acheter les avions, de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'une petite compagnie aérienne fonctionne. Jusqu'à la guerre du Golfe. Jusqu'à la guerre du Golfe en 91, où là, c'est un gros événement. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il pouvait y avoir parfois des événements extérieurs qui n'ont rien à voir avec notre métier, qui vont interférer notre capacité de développement. On l'a vu avec le Covid plus tard, ou parfois avec des attentats et des choses comme ça, ou qui viennent complètement dérégler toute une économie. Mais donc pour moi, ça a été les prémices. Les prémices, c'était la crise du Golfe, où en même temps, je me disais que j'avais pas de bol parce que être une victime collatérale de Saddam Hussein quand on habite Liège, il fallait le faire quand même, quoi. Mais quelle capacité de rebond, puisqu'ensuite vous partez dans la vente directe et la formation en entreprise et cette rencontre avec James Gray. Tout ça, John. c'est... John, pardon. Décidément. Je sais pas si... c'est pas le même. C'est peut-être son deuxième prénom, je ne sais pas. C'est quelqu'un d'autre, on le connaît. Avec John Gray. Mais donc oui, en fait, à travers la vente directe, j'ai commencé à m'intéresser sur justement comment... Il y avait les nouvelles technologies qui arrivaient. Enfin, les nouvelles technologies, on était au temps du fax et du Minitel, hein, donc c'est pas encore complètement abouti. Mais j'avais perçu que ces nouveaux outils pourraient impacter nos manières d'acheter, travailler. Je ne savais pas très bien encore comment et pourquoi, mais à travers la vente directe, en fait, j'ai analysé en fait les tendances et de fil en aiguille, j'ai écrit un livre qui pouvait expliquer un petit peu comment tout ça pourrait impacter nos vies. Et donc de là, voilà, je me suis intéressé à l'humain. En fait, je me suis demandé comment mettre un peu plus d'humain dans l'économie plutôt que de garder l'économie, de mettre l'économie au service de l'humain plutôt que l'inverse. Et voilà, donc je suis parti dans ce parcours-là. Et donc 2-3 ans plus tard, je suis tombé sur une conférence de John Gray aux États-Unis dans le cadre d'un cycle de formation. Et j'ai craqué. J'ai adoré ce que j'ai entendu par rapport à John Gray. Ça m'a vraiment parlé pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que mes parents sont séparés à ma naissance et jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne l'ai pas su.
En fait, ma mère m'avait juste dit, papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison. Et donc, j'ai grandi dans un environnement où la communication n'était peut-être pas incroyable. Et surtout, j'ai 3 grandes sœurs. 2 de mes sœurs étaient au courant, une de mes sœurs ne l'était pas. Mais donc, j'ai grandi dans un environnement très féminin avec ma mère et mes 3 grandes sœurs. Je voyais mon père venait le samedi après-midi, passer quelques heures et puis il repartait travailler. Mais, et donc, comprendre Mars et Vénus a été très important pour moi parce que je me suis dit, OK, je me sentais parfois différent dans ma fratrie, je ne savais pas exactement comment, pourquoi et tout. Et juste pouvoir mettre un mot là-dessus en disant, oui, voilà, j'étais juste un petit mec. Voilà pourquoi parfois je réagissais différemment ou j'avais une autre logique parfois. J'ai compris pourquoi. Donc, ça m'a beaucoup touché. Mieux comprendre les femmes. Allez, je vous propose le deuxième mot, le mot bonheur, qui s'inscrit aussi dans votre parcours. Oui. Mais la recherche du bonheur est une chose qui est je pense que c'est inhérent à tout être humain. Mais justement, après la compagnie aérienne, j'ai traversé une période de doute en me demandant un peu comment je pourrais faire pour construire ma vie. Parce que j'ai eu la chance, en fait, à 30 ans, d'avoir un poste où plein de gens rêveraient de terminer leur carrière. Et donc, j'ai vécu en accéléré en 4-5 ans, en fait, ce que beaucoup de gens peuvent peut-être vivre en plus longtemps. Et donc, j'ai fait ma crise de la quarantaine 10 ans plus tôt que tout le monde, peut-être. Mais donc, ça m'a vraiment interpellé sur la manière dont j'avais envie de construire ma vie. Et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir, en fait, à toutes ces choses-là. Et à travers l'image d'un kayak, d'une rivière et d'un barrage, je me suis dont vous avez imaginé parlé une ici, manière, la parabole du kayakiste. La parabole du kayakiste. Et vous avez d'ailleurs qui est publiée maintenant dans votre propre maison d'édition, non ? Qui s'appelle La Maison du Saint-Bernard. Non, La Maison du Saint-Bernard, c'était le premier livre que j'ai édité, c'est la vente directe. Ça s'appelait L'avenir de la vente multiniveau en Europe. Mais ce livre-là, je savais que aucun éditeur n'en parlerait parce que c'est un truc, ce type de vente-là n'était pas du tout en vogue et donc ça n'allait intéresser personne. Mais moi, je savais qu'il y avait il y avait des centaines de milliers de personnes qui utilisaient qui pratiquaient ce métier à travers quelques sociétés qui organisaient cette manière de fonctionner. Et donc, je me suis dit, je vais créer ma propre édition, comme ça, je vais vendre moi-même le livre. Je savais à qui je pouvais les vendre. Et donc, ça a été... je me suis créé ma maison d'édition pour parce que vous aimez les Saint-Bernard, d'ailleurs. On en voit un pendant le spectacle. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai lu que vous aviez cette maison du Saint-Bernard, je pensais qu'il y avait aussi un lien avec le bonheur, la générosité, l'altruisme qui vous caractérise. Oui, le Saint-Bernard, c'est les chiens que j'adore, ces chiens. On en a eu plusieurs. Et ce que j'adore, c'est qu'ils sont... Ils sont placides, ils sont gentils et tout, mais ils sont quand même un peu têtus. Ils ont envie d'aller au bout et puis ils sont là pour les autres aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a tout j'avais passé une journée, j'étais monté un jour, quand j'avais 20 ans, une montée en pot de phoque au monastère et on avait passé une merveilleuse journée là-bas. C'est des souvenirs, des magnifiques souvenirs. C'est un endroit incroyable, ce monastère. Oui. C'est ce qui définit le bonheur pour vous ? Qu'est-ce qui le définit le plus ? Pour moi, le bonheur, c'est la capacité à avoir une petite voix intérieure qui nous encourage. En fait, pour moi, c'est d'avoir vraiment une relation amicale et bienveillante envers soi-même. On est tellement habitué à se flageller, à se critiquer, à s'autodétruire soi-même. Pour moi, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, nos échecs, nos peurs et tout ça. Et je crois, pour moi, le bonheur, c'est de pouvoir, apprendre de nos erreurs aussi, mais être en capacité de rester bienveillant vis-à-vis de soi, quelles que soient les circonstances. Pas toujours facile. Non, non. C'est une recherche permanente. On y est. C'est pas facile du tout. Mais voilà. Et c'est un état qu'on peut toucher de temps en temps et essayer d'y aller le plus régulièrement possible. Mais le bonheur n'empêche pas d'être triste, pour moi. C'est un... comme par exemple, entre triste et malheureux, vous voyez, être malheureux, c'est un état permanent. La tristesse, c'est la tristesse, je l'oppose plutôt à la joie, ou
je pense qu'il faut pouvoir aussi parfois être triste pour pouvoir avoir cette vraie capacité d'être heureux aussi. Un dualisme. Est-ce que le bonheur existe vraiment? Peut-être qu'on le saura bientôt, ou le plus tard possible. Mais il y a ma maman qui vient de décéder. Et donc ça rejaillit aussi justement sur toutes les questions de la vie, est-ce qu'elle est plus apaisée maintenant, où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle a trouvé un vrai bonheur maintenant où elle est. Ça fait partie de toutes ces questions que je me pose régulièrement sur la vie. Si le bonheur au ciel est supérieur au bonheur sur terre. Et est-ce que la vérité existe vraiment? C'est mon troisième mot, regardez-le. La vérité. Vérité. Ouais. Je crois qu'il doit y avoir une vérité sur certains points, notamment que la Terre est ronde. Je pense que c'est une vérité parce qu'on le voit, on le vit, on le ressent tous. Mais il y a aussi des choses qui peuvent apparaître comme des vérités qui ne sont que des points de vue. Et c'est là où, c'est vrai que souvent dans les conversations que je peux avoir avec des amis ou mon entourage ou quoi, moi j'ai pas envie d'imposer une vérité. Enfin, je ne pense pas détenir une vérité, en tout cas. J'ai plein de points de vue, sûrement, sur plein de choses. Et moi, l'intérêt d'une conversation que je peux avoir avec quelqu'un, c'est avant tout d'essayer de comprendre le point de vue qu'il a, plutôt que d'essayer de démontrer que mon point de vue est le bon. La vérité de l'autre. Oui, comprendre la vérité de l'autre. Enfin, pour moi, c'est la vraie richesse d'un échange. C'est pas d'imposer son point de vue à l'autre. En fait, c'est de s'enrichir de points de vue différents qui peuvent aussi parfois d'avoir l'ouverture qui permet aussi parfois de changer de point de vue, justement, d'avoir d'avoir un apport d'un point de vue différent qui va m'aider aussi à avancer sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de voir la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une vérité ultime, qu'elle soit rationnelle ou céleste? Quelle est la différence là? Alors, on approche entre la vérité et la croyance. Jusqu'où nos croyances sont des vérités? C'est là, il y en a. Pour moi, ça c'est une distinction qui doit être vraiment très propre à chacun. Je saurais pas je pourrais peut-être pas mettre le curseur. Là-dessus, peut-être oui, même sur l'existence de Dieu, on peut dire que certains l'ont vécu comme une vérité, il y en a beaucoup qui le vivent aussi comme une croyance. C'est en fonction aussi de ce que chacun peut vivre comme expérience ici sur Terre. Et plus prosaïquement, ça existe la vérité, contrairement au mensonge? Oui. Ou au non-dit. Vous en avez parlé tout à l'heure avec cette séparation de vos parents qui ne vous l'ont pas dit pendant 13 ans, ce qui est effarant. Ouais. Surprenant. L'idée, c'était Comment vivre un tel mensonge? Une telle omission. Ça affecte. L'idée, en fait, de ma mère, c'était de nous protéger. Ce qu'elle imaginait. Alors, il y a aussi peut-être ce qu'elle ne voulait pas dire non plus par rapport à son histoire à elle, par rapport à l'image qu'elle pouvait donner. Donc elle vivait dans cette illusion d'un couple encore qui était là, alors qu'il savait qu'il n'était plus là. Mais j'ai oublié, je suis parti. Oui, sur les... Mais c'est intéressant, puisque là, vous faites bien la distinction entre illusion et réalité, et peut-être vérité. Donc ce mensonge, cette omission, c'était pour effectivement masquer une situation peu convenable à l'époque, peut-être, ou pour vous protéger. Oui, mais c'est pour ça que moi, en fait, j'ai vraiment des difficultés. Ça, c'est mon histoire aussi qui m'a amené maintenant c'est dur de rester dans des non-dits pour moi. Et le mensonge, c'est vrai que c'est même par omission est quelque chose qui est difficile à vivre pour moi, évidemment, que j'ai revécu dans ma vie aussi pour avancer aussi. C'est parfois de nos plus grandes blessures que sortent nos plus grandes forces. Mais c'est vrai que quand on me ment et tout, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Mais est-ce que c'est pour ça, entre le mensonge et la vérité,
oui, c'est de ne pas dire les choses telles qu'on les vit. Mais ce n'est pas une vérité, je dirais une vérité d'un point de vue universel. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, ça c'est très clair. C'est la fameuse vérité universelle ultime qu'on a touché du doigt tout à l'heure. Et c'est intéressant sur ce que vous venez de dire sur la vérité et cette blessure que vous portez. Comme quoi cette vérité est plus prosaïque. Ne pas mentir, dire la vérité, etc. Là, Mais je dirais que je vous interromps. Dire la vérité, pour moi, toute vérité n'est pas bonne à dire n'importe quand non plus. Ça dépend des niveaux, évidemment, hein, de vérité et tout ça, mais parfois, par exemple, si ma femme vient vers moi et dit « Tiens, est-ce que tu ne trouves pas que j'ai un peu grossi ?» C'est parfois aussi utile, je trouve, parfois de tourner ça de manière un peu sympa et tout, plutôt que de lui dire bah oui, évidemment, tu as pris 4 kilos, quoi. Enfin, vous voyez un peu. Oui, bien sûr. Ou d'imposer sa vérité indépendamment de ce que l'autre peut entendre ou a envie d'entendre. Oui, c'est pour ça que c'est compliqué. Un mot englobe, enfin, ce mot englobe tellement de choses. Pour moi aussi, c'est. Voilà, c'est aussi important d'être respectueux aussi. Il y a ce qu'on dit et puis la manière dont l'autre pourrait l'entendre ou le percevoir. Et donc, je crois qu'on peut rester aussi attentif un petit peu par rapport à ça. Mais ce n'est pas dans des mensonges comme ceux dont on a parlé tout à l'heure avec mes parents, évidemment. D'où l'importance de la forme aussi, ainsi que le fond. Là, en fait, ce que j'essayais de dire, c'était, pour revenir aussi au titre de votre spectacle, que cette histoire de vérité et de mensonge, ce n'est pas une question de sexe. Ah oui, tout à fait. Hommes et femmes sont logés à la même enseigne. Parce que là aussi, parfois, il y a des stéréotypes. Oui, oui. On dit que les femmes sont peut-être parfois plus manipulatrices, entre guillemets, plus menteuses, ce qui n'est pas vrai. Non, non. Donc, non, pour moi, vérité, oui, non, c'est égalité. Oui, c'est totalement réparti. Et c'est là où c'est difficile. En même temps, maintenant, aujourd'hui, justement, on parle de la parole des femmes qui doit être crue quoi qu'il arrive. Et il y a malheureusement des exemples contraires et je trouve ça atroce pour toutes les femmes qui sont réellement victimes de violences et d'abus et tout ça, qu'il y ait des femmes en fait qui profitent de cette tendance que l'on peut avoir de les croire en essayant de manipuler et en mentant effrontément. Je trouve que c'est horrible. C'est vraiment... et je ne sais pas comment... Enfin, ça me taraude vraiment en me disant comment est-ce qu'on pourrait faire pour distinguer ces deux facettes-là de quelqu'un qui ment effrontément pour s'attirer un avantage et puis de quelqu'un qui n'est pas cru alors que elle a besoin du support inconditionnel de quelqu'un par rapport à ce qu'il a pu vivre. C'est horrible. Et parce qu'il y a parfois certains stéréotypes qui s'appliquent, mine de rien. Ouais. C'est là où il faut en sortir. C'est pas facile. Non. Nous ne sommes qu'humains. Allez, 4e mot. Tendons vers le spirituel. Ouais. Foi. Ouais. Vous l'avez. La foi, je l'ai. Mais justement, j'ai adoré dans Conclave en disant que il faut douter pour avoir la foi. Et j'ai beaucoup aimé cette idée-là, que la foi ne peut exister que si on doute. Et donc, et c'est parfois justement en opposition, je pense, à justement avoir une certitude. Si on a une certitude, on n'a plus besoin de la foi. Et moi, j'ai besoin de la foi quand même. Et c'est là où je crois en un Dieu qui est bon. Je ne crois pas toujours dans le Dieu qui nous amène les règles, etc. C'est plutôt, Dieu est amour. Pour moi, c'est la plus belle phrase qui soit. Est-ce que la disparition de votre mère que vous venez d'évoquer a-t-elle renforcé votre foi ? Non. Je la sens. Enfin, ça reste dans l'ordre de ce que je vis. L'enterrement est demain, donc ça va être un beau moment.
c'est dans l'ordre des choses, c'est un beau passage. C'est dans l'ordre des choses. Pour moi, j'ai perdu une nièce quand elle avait 20 ans, et là, c'est plus difficile parce qu'on peut être. Je sais que ma sœur est beaucoup plus en colère par rapport à ça, parce que c'est pas dans l'ordre des choses de perdre, d'avoir une de ses filles à 20 ans qui a un accident. Mais perdre sa mère à 95 ans, qui a eu une belle vie et tout ça, et qui est partie paisiblement, je trouve ça assez chouette. Ouais. Ça vous arrive de penser à l'au-delà, là où serait votre maman? Ça m'arrive. Je sais que je suis parfois j'ai des difficultés à croire à l'enfer, en fait. Il y en a qui pensent qu'il existe totalement et tout ça. Donc moi, je vous dis, je suis plutôt dans l'idée que Dieu est amour. Et donc oui, les témoignages qui me touchent par rapport à cet au-delà sont dans l'idée d'un amour inconditionnel, d'être enveloppé dans une forme d'énergie d'amour qui est absolument incroyable. Et donc c'est dans cet esprit-là, que je suis. Mais je trouve qu'en fait, la question de la foi aussi, c'est de me dire, en fait, pour moi, croire aussi à ça m'aide à construire une vie plus joyeuse aujourd'hui. Je ne vis pas en me disant il faut que je sois ci et là parce que peut-être qu'un jour je vais aller, il faut que je mérite mon paradis. C'est plutôt être aujourd'hui de croire en l'humanité, de croire en l'homme, d'avoir cette foi-là, de croire en Dieu me permet d'être plus serein dans ma vie quotidienne aujourd'hui. Votre éducation catholique vous a aidé à croire cela, vous a structuré, ouais. Puisque j'ai cru entendre que vous étiez au collège Saint-Pierre, ouais. à Uccle. À Uccle, tout à fait. Vous êtes donc issu d'une famille catholique. Ouais. Vous avez également participé à une chorale. Oui, j'étais dans la chorale des petits chanteurs. C'était une chorale, c'était mignon, c'est en première primaire, donc en OCP. C'était l'abbé Caron qui passait dans toutes les classes et qui faisait chanter le frère Jacques à tout le monde. Et puis ceux qui avaient une voix plus ou moins correcte, il dit « tiens, viens ». Et donc, en fait, on finissait à midi 10, à midi, à 16h l'après-midi. Et donc, on passait une demi-heure, on s'arrêtait, on passait devant l'église, on allait au jubé. Pendant une demi-heure, on chantait tous les jours, midi et soir. Et donc, on a chanté j'ai chanté les requiems de Mozart, les messes du couronnement, tous les plus grands morceaux de musique sacrée, sans connaître le solfège. J'ai jamais appris le solfège et tout, mais on était, à force de répétition et tout ça, ça m'a vraiment donné oui, c'est des très beaux souvenirs de chants sacrés qui m'ont sûrement habité, oui, pendant l'Alléluia de Handel, c'est exceptionnel à entendre. Je vibre encore aujourd'hui quand j'entends ce morceau-là. J'ai encore plein d'émotions qui remontent. Cette foi occupe-t-elle encore votre vie ? Oui. Par des pratiques ou... Oui, dans les pratiques, oui. Et puis aussi au quotidien, les conversations que je peux avoir avec lui. Justement, cette bienveillance, cette idée justement de... Vous parlez à Dieu? Je parle, oui. Ou à ses saints? À tout le monde? À tout le monde. Vous avez un saint préféré ou la Sainte Vierge? Oui. Mais l'idée, c'est justement, pour moi, c'est d'apaiser de construire ce dialogue constructif envers moi-même, cette bienveillance envers moi, le pardon que je peux avoir, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis aussi la gratitude, pour moi aussi, c'est quelque chose qui est essentiel. La gratitude d'être vivant, de pouvoir admirer un coucher de soleil, de pouvoir parler avec des amis, de les retrouver parfois. Et aussi les hasards de la vie, j'en parle dans ma parabole du kayakiste. Pour moi, en fait, la vie est une rivière et on est à la recherche parfois, il y a des torrents, des rapides aussi, et puis parfois aussi, aux méandres, dans les méandres de la rivière, on tombe sur des paysages incroyables. Enfin, on peut appeler ça les hasards, le destin. Moi, ma vie a été construite comme ça. La rencontre avec John Gray est totalement improbable. Le fait que je sois monté sur scène, j'aurais jamais pu le programmer.
comme un business plan. Oui, c'était une envie, voilà. Et puis les rencontres se sont faites de manière totalement surprenante. Donc voilà, c'est toute cette construction de la vie là aussi que je pense que on n'est pas spécialement tout seul. Pourquoi est-ce qu'à certains moments notre intuition va nous dire de tourner à gauche plutôt qu'à droite ou des choses comme ça. Voilà, je crois à quelque chose qui est avec nous, quoi, oui. Et qui vous a guidé dans votre chemin. Ouais. Et c'est là où c'est important dans les périodes de doute, aussi justement, ou dans les périodes d'échec, ou dans les périodes où ça va moins bien, de garder justement cette idée-là qu'il y a probablement quelque chose d'autre qui va arriver. J'aime beaucoup, je peux vous la raconter, c'est l'histoire, c'est une histoire qui m'aide beaucoup. C'est un jour un fermier ouvre sa fenêtre un matin et constate que son cheval a cassé la clôture et s'est enfui. Et les voisins disent mauvaise nouvelle. Mais le lendemain, le cheval revient accompagné de 4 juments sauvages. Et là, les voisins disent bonne nouvelle. Et le fermier répond bonne ou mauvaise, difficile à dire. 2 jours plus tard, le fils du fermier veut monter une de ses juments sauvages, il se casse la jambe. Il tombe et il se casse la jambe. Là, les voisins disent mauvaise nouvelle. Et le fermier répond toujours bonne ou mauvaise, difficile à dire. Et puis, une semaine plus tard, des soldats arrivent et, pour enrôler de force tous les jeunes de la région, mais voyant le fils blessé, ils passent leur chemin. Et là, les voisins disent « bonne nouvelle ». Et le fermier répond « bonne ou mauvaise, difficile à dire ». Et pour moi, c'est ça aussi la vie, c'est de dire peut-être qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nouvelle, mais juste une succession d'événements, plus ou moins tristes ou joyeux, dont on a parfois la maîtrise et parfois pas, et qu'il faut simplement apprendre à apprivoiser du mieux qu'on le peut. Et donc voilà, ça résume assez bien ce que je crois aujourd'hui, et je crois que c'est cette rivière, justement, ce kayak va nous emmener dans des destinations où on ne comprend pas toujours pourquoi ou quoi, et puis parfois après le chemin s'éclaire. Donc c'est là aussi garder la foi par rapport à ce qu'on peut vivre dans les beaux moments et aussi dans les moments un peu plus difficiles. Merci beaucoup, Paul Devendre, pour ce partage, cet éclairage, cette lumière. Ouais. Allez, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Merci. À tout de suite. Paul Devendre, je suis de nouveau en face de vous. Vous n'avez plus vos pieds. Non, j'ai enlevé mes pieds. Merci beaucoup, comme je disais, pour ce partage. Condoléances aussi. C'est d'autant plus touchant, puisque c'est quand même une période particulièrement difficile, cette épreuve. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience l'émission? Au moment où je suis partie, effectivement, vous êtes resté seul en scène. Ouais. J'ai l'habitude. Vous avez l'habitude. En fait, j'ai l'habitude d'être seul. Moi, j'aime bien. En fait, j'ai pas de problème à être seul. Vous êtes un méditatif. Méditatif. Oui, mais en fait, je m'entends bien avec moi, en fait, globalement. Donc, ça ne me pose pas de problème. Et c'est vrai que comme avec maintenant le temps, le nombre de fois où je suis parti en tournée et tout ça, donc j'ai aussi appris à être seul, et donc ça pose pas de problème. Et ici, oui, c'est un endroit, c'est un moment sympa, un peu méditatif quand même, mais pas du tout dérangeant, donc vraiment très, très chouette. Ça vous a rappelé le confessionnal? Le confessionnal, j'y ai pas été. Je sais que c'est un de mes. Jamais été. Si, j'ai déjà été. Il y a longtemps. Oui. Mais il faut que j'y retourne. Parmi les 4 mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage marqué? Il y avait intelligence, bonheur, vérité et foi. Et foi. Ça résume bien la vie pour moi. Oui, est-ce qu'il y en a un qui résonne plus que l'autre? Non, on pourrait dire, est-ce qu'il y a du masculin et du féminin là-dedans? Qu'est-ce qui touche les polarités? Dans l'intelligence, il y a les deux, justement. Il y a le factuel et l'émotionnel. Donc, on va toucher le masculin et le féminin. Dans le bonheur aussi, la manière d'être heureux. Et peut-être parfois, oui, il y a peut-être les perceptions peuvent être différentes, mais fondamentalement, en tant qu'être humain, le bonheur est, je crois, le même pour les femmes et pour les hommes, ou la recherche. J'avais hésité à mettre le mot égalité. C'est celui que vous auriez choisi? Égalité, j'aurais bien aimé, mais vraiment, en fait, en faisant
vraiment en insistant encore une fois que l'égalité ne veut pas dire la similarité. Dans la différence. Et qu'il est possible d'être égaux et différent. Pour moi, ça, c'est pour moi une des énormes erreurs qu'on fait dans la société aujourd'hui. C'est d'imaginer que si on est chacun à 50-50, si on est les mêmes, on va être égaux. Non. De toute façon, biologiquement, c'est impossible. Déjà, ouais. À la base. À la base. Et puis, et oui, donner à chacun sa chance, mais c'est aussi, c'est horrible de brider quelqu'un aussi pour. Je trouve ça idiot. Pour moi, c'est l'idée de l'être humain aussi, c'est qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et devoir le réfréner pour qu'un autre se sente moins. Ça me paraît bizarre, quoi. Ouais. Hommes et femmes en égalité, mais avec chacun jouant sa partition. Et surtout aussi, l'idée n'est pas, par rapport aux stéréotypes, c'est un petit exemple que j'aime beaucoup, c'est de dire, tant mieux si une petite fille a envie de jouer avec les camions de pompiers ou les voitures, évidemment, et il faut tout faire pour qu'elle puisse avoir accès aux écoles d'ingénieurs et tout ça, si elle a envie. Mais je trouverais dommage qu'on ne puisse respecter maintenant une femme que si elle devient ingénieure ou que si elle a envie de continuer à faire des métiers qu'on dit féminins, qu'elle ne soit pas respectée. Non, pour moi, l'idée, c'est qu'on puisse respecter, c'est pas les hommes et les femmes, c'est que tout ce que l'on fait soit respecté de la même manière. Et de dire aujourd'hui qu'un garçon devrait devenir infirmier pour être respecté, pour moi, ça n'a pas plus de sens qu'il devrait être pilote d'avion. Bouclé. Voilà, j'entends le mot respect, c'est aussi un des mots que j'aurais pu utiliser. Ouais. Beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, et beaucoup de conseils aussi dans votre spectacle, on va conclure. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 2.0, c'est le nouveau dernier spectacle de Paul Devant à voir en ce moment à Bobino. Ouais. Et bientôt en tournée partout en France et même au-delà, parce que je crois que vous voyagez beaucoup au Maroc, au Canada, donc notamment dans les pays francophones. Merci beaucoup. Et je vais le faire en anglais. Et en anglais. Prochain projet. Ouais. Et en Belgique ou aux Pays-Bas, en néerlandais? In het Nederlands, ja. Natuurlijk. Il parle toutes les langues. Merci beaucoup, merci infiniment de votre présence. Comme d'habitude, vous savez où revoir l'émission, ketotv.com. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine.